Alors, on va poursuivre tout de suite avec nos prochains invités. En fait, chaque année, on prend un moment au séminaire de la FTQ pour regarder un peu de plus près ce qui se passe avec le régime de retraite par financement salarial de la FTQ. En fait, vous le savez, je ne vous l'apprends pas, mais je le répète quand même une fois. La FTQ a mis sur pied un régime de retraite en 2008 avec la législation nécessaire qui était rendue disponible par Retraite Québec pour répondre aux besoins des affiliés qui n'avaient pas de régime de retraite, notamment pour les petits groupes là, qui n'avaient pas nécessairement les reins assez solides là, pour se permettre d'avoir des gros régimes avec une administration complexe comme on peut avoir avec les régimes à prestations déterminées. C'est sûr que dans le contexte, avec l'arrivée de ce nouveau joueur que sont les régimes à prestations cibles, bien, on peut se poser la question à savoir si notre RRFS est toujours pertinent dans le contexte. Bien, eh bien, la réponse rapide, c'est oui, plus que jamais. Ça, c'est la réponse de la FTQ, en tout cas. C'est oui, plus que jamais. Mais pour bien répondre à la réponse longue, on a avec nous deux invités qui vont un peu nous décrire la différence entre les deux outils et on va avoir aussi une mise à jour sur où on en est avec notre régime de retraite par financement salarial. Alors, je vous présente rapidement nos deux invités. On a Julien Desormeaux, qui est le coordonnateur du RRFS FTQ, déjà depuis plusieurs années. Et on a aussi avec nous Marc-André Fournier de chez SAE aussi, mais qui, lui, est l'actionnaire, pas l'actionnaire, pardon, quel lapsus, c'est l'actuaire du régime, donc il connaît bien le RRFS, puis il va pouvoir nous en parler. J'ai donné le mandat à Julien aujourd'hui de nous parler de l'évolution du régime, puis tout ce qui concerne l'indexation des rentes, parce que dans un RRFS, il y a une indexation qui est versée quand on a les moyens de la verser, évidemment. Alors que Marc-André, lui, il va nous parler de la diminution du coût de financement à l'intérieur du RRFS, pourquoi le coût a diminué. Puis il va nous parler de la différence entre ces deux outils-là, entre le RRPC et le RRFS. Certaines personnes trouvent que c'est deux régimes qui se ressemblent, là, mais il va pouvoir un peu nous dire c'est quoi la différence entre les deux. Évidemment, il va y avoir une période de questions qui va suivre les deux présentations. Alors, voilà. Messieurs, je vous cède la parole. Oui, donc, merci Marie-Josée là, pour l'invitation à venir présenter le RRFS FTQ. Bonjour à tous. Comme Marie-Josée l'a dit, moi, je vais m'occuper plus de faire une petite mise à jour là, du régime, là, où est le régime au 31 décembre 2020. Puis je vais laisser le plaisir là, à Marc-André Fournier de comparer les deux types là, de régimes, là, RRFS, RRPC. Évidemment, là, s'il y a des participants là, qui ont des questions là, par rapport au fonctionnement, là, plus en détail d'un RRFS, pardon, eh bien, je vous invite à consulter la page web là, de notre régime ou encore là, à communiquer avec moi par courriel là, si vous avez des questions concernant le RRFS. Mon adresse courriel là, va se retrouver à la dernière page de la présentation. Donc, le régime de retraite par financement salarial de la FTQ est en vigueur depuis juin 2008. C'est un régime à prestations déterminées qui s'adresse à tous les secteurs là, sous juridiction provinciale. Dans ce type de régime-là, la rente est promise et ne peut être réduite. Et finalement, c'est un régime multi-employeur qui comptait au 31 décembre 2020 là, 238 groupes chez 166 employeurs différents. Donc, on comprend là, que chez un même employeur, on peut avoir plusieurs groupes. Là, par exemple, là, dans une municipalité, on peut avoir le groupe d'école blanc, le groupe d'école bleue, le groupe des pompiers et également là, les employés cadres qui peuvent participer. C'est un régime qui offre une belle flexibilité, c'est-à-dire que chaque groupe qui participe au régime là, choisit là, son niveau de rente là, en fonction du niveau de cotisation, bien sûr, et l'âge de retraite sans réduction là, à compter de laquelle la rente est payable sans réduction. Là. Donc, le groupe peut choisir entre 60 et 65 ans là, ou n'importe quel âge entre les deux. Les cotisations peuvent être en pourcentage du salaire ou encore ça peut être des cotisations là, forfaitaires, là, donc calculées selon un nombre d'heures, un nombre de semaines ou un nombre de mois travaillés. Et
comme dans le RRPC, c'est pas possible d'avoir de formule de prestation de type salaire final ou salaire final moyen. Également, je trouvais important là, de mentionner que depuis 2019, le RRFS FTQ permet le rachat de services passés en cours de participation active. Ça veut dire qu'un nouveau groupe qui adhère au régime, là, puis dont les participants là, cotisaient avant dans un REER collectif, ils ont la chance, dans le fond, de prendre l'argent qu'ils ont accumulé dans ce régime-là, puis de le convertir en rente viagère garantie dans notre régime. Donc, évidemment, là, on ne parle pas de conversion d'un régime à un autre. Là, ça se fait sur une base là, individuelle et volontaire, là, que le participant peut faire ce choix-là. Le régime est administré par un comité de retraite là, sous contrôle syndical. C'est la FTQ, dans le fond, qui nomme 8 représentants là, des différents syndicats qui ont des membres là, dans notre régime et qui nomme également un membre tiers externe. Les participants actifs et inactifs là, peuvent élire là, un membre avec droit de vote et un membre sans droit de vote là, à chaque année lors de l'Assemblée annuelle des participants. Il y a également là, des sous-comités là, qui sont créés là, à chaque année. Là. Par exemple, il y a le sous-comité de vérification interne qui, lui, s'assure là, que le comité remplit là, son mandat, c'est-à-dire qu'il s'acquitte de toutes ses tâches. Il y a également là, un sous-comité des finances là, qui s'assure de valider et vérifier là, tous les frais qui sont payés là, par la caisse du régime. Le comité de retraite se réunit minimalement 4 fois par année, mais également là, lorsque nécessaire. Là, par exemple, le 1er avril 2020, le comité de retraite a tenu une réunion spéciale là, avec les différents fournisseurs de services pour s'assurer que les mesures avaient été prises là, pour garantir la continuité des travaux administratifs durant la pandémie. Et donc, on retrouve là, Alain Poirier, Marie-Josée Hénaud et Suzy Baudry là, qui occupent les postes là, de président, vice-présidente et secrétaire exécutive du comité. On poursuit avec l'évolution de la participation au régime. Donc, au 31 décembre 2008, là, la première petite barre à la gauche, là, on voit qu'il y avait là, 361 participants dans le régime. Et au cours des années, là, de nombreux groupes se sont ajoutés, ce qui fait en sorte là, qu'au 31 décembre 2020, là, il y avait 14 819 participants. En 2020, c'est 16 nouveaux groupes qui ont adhéré au régime. Puis déjà, là, depuis le début de l'année, on a une dizaine de groupes là, qui sont en cours d'adhésion ou qui ont adhéré. Évidemment, c'est une excellente période pour adhérer au régime là, alors qu'il est en surplus puis que le coût normal là, est de plus en plus compétitif. Je poursuis avec la répartition des participants, dans le fond, là, par syndicat. C'est-à-dire qu'on a 64 groupes dans le régime là, qui sont syndiqués avec le syndicat Unifor. 5 501 participants actifs, 511 participants inactifs et 395 participants retraités. Donc, quand on regarde au total, là, il y a 238 groupes, là, 12 774 participants actifs, 1321 participants inactifs et 724 retraités. Évidemment, c'est un régime qui est jeune. Là, il y a encore il n'y a encore pas beaucoup de retraités, là, si on veut, par rapport au nombre de participants totaux. Donc, vous avez là une ligne là, par syndicat. Également, là, on retrouve à la 5e ligne, là, comme je disais plus tôt, là, il y a des groupes également là, de non-syndiqués qui participent au RRFS FTQ. Et donc, ces 238 groupes-là sont chez 166 employeurs différents. Le tableau ici, on voit dans le fond la répartition des groupes là, selon le nombre de participants qu'il y a dans chaque groupe. Donc là, on a 162 groupes qui comptent moins de 50 participants, 33 groupes qui comptent entre 50 et 99 participants, 28 groupes
qui comptent entre 100 et 199 participants, 11 groupes entre 200 et 499 et finalement 4 groupes qui comptent plus de 500 participants. Donc, en moyenne, 62 participants par groupe. C'est très intéressant de voir là, que le RRFS FTQ là, permet à des milliers là, de membres de la FTQ là, d'avoir accès à un régime à prestations déterminées, alors que normalement, là, les employés là, de ces petites municipalités-là ou de ces entreprises de petite taille-là, ben, il n'aurait pas eu la chance. L'employeur n'aurait jamais mis sur pied là, un régime à prestations déterminé traditionnel. On poursuit avec le taux de cotisation moyen par syndicat. Donc, je reprends un peu l'idée plutôt qu'une force du régime. Je pense que c'est la flexibilité, là. Donc, dépendamment du groupe, dépendamment du secteur d'activité, on a des groupes vraiment qui cotisent. On a des groupes qui ont uniquement une cotisation patronale de 3 on a d'autres groupes là, qui se rendent jusqu'à du 8 9 9 Donc, ce régime-là permet ça. On voit là, dans le fond, là, au global, la cotisation patronale là, représente là, 66,3 de la cotisation totale. Donc, en moyenne, là, on a une cotisation patronale de 5,6 une cotisation salariale de 2,8 pour une cotisation totale de 8,4 c'est intéressant de noter que le taux moyen de cotisation, là, il a aussi évolué dans le temps. Au 31 décembre 2015, là, la cotisation totale moyenne était à 7 alors qu'elle est rendue à 8,4 Donc, c'est pas rare de voir des groupes qui adhèrent au régime avec des cotisations modestes, puis qui, au renouvellement de leur convention collective, là, ben, vont se négocier des taux de cotisation supérieurs. Et donc, par le fait même, ils vont aller chercher des rentes supérieures là, à leur retraite. La Caisse du régime, elle a également là, connu une croissance fulgurante. On voit là, au 31 décembre 2013, là, il y avait 37 millions là, dans la Caisse du régime. Puis au 31 décembre 2020, là, on était rendu à un peu plus de 333 millions. En 2020, les entrées et sorties de fonds nets, c'est-à-dire les cotisations, moins les prestations payées, moins les frais payés, ben, c'était de 39 millions de dollars. Donc, évidemment, là, le régime est en pleine croissance, puis la caisse du régime n'a pas fini d'augmenter. Puis cette croissance-là de l'actif, ben, ça a permis là, de réduire assez rapidement les frais du régime. Là. En fait, les frais en pourcentage de la caisse, parce qu'évidemment, les frais en dollars augmentent à chaque année, mais pas au même rythme que l'actif, que la croissance de l'actif. Là. Bref, ce qui fait en sorte que en 2020, tous les frais confondus représentaient environ 0,85 de l'actif net moyen. Le comité de retraite fait affaire avec différents fournisseurs de services. SSQ Investissement et Retraite, qui est le gestionnaire de portefeuille et gardien de valeur. L'actif de la Caisse du régime est investi dans les fonds SSQ. Également, l'actuaire du régime, les services actuariels SAI Inc. Et la firme là, fait encore là, quelques mandats là, au niveau de l'administration du régime. Mais la majorité des travaux administratifs sont faits à l'interne par les employés du régime. Là, depuis 2016, le régime a procédé à l'embauche d'employés et donc ça a permis de rapatrier là, une bonne partie des travaux administratifs. Et finalement, les rapports financiers annuels sont audités à chaque année par Deloitte. On va regarder rapidement la répartition d'actifs du RRFS FTQ. Là. Donc, il y a 40 qui est dans des titres à revenus fixes
et placements alternatifs là, dans les dernières années. Là, dans le fond, je pense qu'en 2016, là, il y avait encore 40% qui étaient vraiment placés en obligations canadiennes. Et là, il y a eu des changements apportés à la politique de placement là, un peu pour s'immuniser contre l'éventuelle hausse des taux d'intérêt. Donc voilà, là, il y a des pourcentages, là, il y a 5% là, qui est investi en dette privée, 15% en immobilier direct, là, la moitié en immobilier direct canadien, l'autre moitié en immobilier direct mondial, puis finalement, il y a un 10% en infrastructure directe mondiale. Le 60% qui reste, dans le fond, il est réparti là, 20% actions canadiennes, 17,5% en actions américaines, 12,5% actions internationales et 10% actions mondiales, tout pays. Et cette politique de placement-là, ben, elle a bien fait. Là. Les résultats là, sont quand même assez intéressants. Là. Depuis la création du régime, là, on a un rendement annuel moyen de 8,3 %. Pour 2020, il faut savoir qu'au 31 mars, là, le rendement pour l'année à date était à moins 7,7 %. Là. Donc, vraiment, je pense que le comité de retraite était très content de voir que finalement, on allait finir l'année à 11,4 %. Puis également, là, pour 2020, là, les gestionnaires, les gestionnaires avec qui le comité, à qui le comité confie des mandats, là, ben, ils ont généré une valeur ajoutée de 2,6 %. Là. Donc, c'est sûr que c'était une très bonne année au niveau des rendements de l'actif. Et donc, si le rendement de la caisse est supérieur aux hypothèses utilisées par nos actuaires, bien, nécessairement, ça génère des surplus et ça facilite l'indexation des rentes. Donc, pour une troisième évaluation actuarielle d'affilée, je ne sais pas comment dire ça, là, on fait des évaluations actuarielles aux 3 ans, là, donc pour une troisième fois d'affilée, là, l'ensemble des crédits de rente passés ont été indexés là, au coût de la vie. Donc, on a le détail ici dans le tableau, là, c'est beaucoup de chiffres. Là. Mais en gros, là, on voit les taux d'inflation annuels dans la deuxième colonne. Dans la troisième colonne, on retrouve vraiment les taux d'augmentation qui ont été donnés là, pour les années de référence. Par exemple, là, pour 2018, bon, on est venu donner une indexation de 1,9 % qui correspond au taux d'inflation annuel de 2019. Pour 2017, c'est 4,24 % qui a été donné, là, donc le taux d'augmentation, qui correspond dans le fond à l'inflation de 2018 et l'inflation de 2019, et ainsi de suite. Dans la dernière colonne, on vient voir vraiment, là, on prend un exemple d'un participant qui a accumulé là, 100 $, de rente en 2008. Bien, aujourd'hui, là, avec les indexations qu'il y a eu dans le régime, bien, ce 100 $-là, il vaut 119,17 $. Puis finalement, en gras, je vous ai mis le taux d'augmentation de 5,81 % parce que dans le fond, lors de la dernière évaluation actuarielle là, ou de l'évaluation actuarielle précédente au 31 décembre 2016, ben, dans le fond, toutes les rentes de 2008 à 2015 avaient déjà été indexées au coût de la vie de 2016. Donc là, pour l'évaluation actuelle au 31 décembre 2019, là, ou pour l'indexation de 2019, si on peut l'appeler ainsi, ben, dans le fond, tous les crédits de rente de 2008 à 2016, bonifiés de l'indexation qu'ils ont reçue dans le passé, là, ben là, ils ont tous été indexés à nouveau de 5,81 %. Ce qui veut dire, par exemple, que si on prend un rentier du régime là, qui a pris sa retraite au 1er janvier 2017, là, donc qui avait accumulé tous ses crédits de rente avant 2017, là, bien, lui, en 2020, on est venu bonifier sa rente de 5,81 %. Évidemment, là, avec les délais de préparation d'évaluation actuarielle, puis les délais administratifs, l'indexation, là, elle a été reconnue dans les rentes là, uniquement en décembre 2020, mais on est venu faire l'ajustement rétroactif là, au 1er janvier. Donc, si le rentier recevait 1 000 $ par mois, ben là, sa rente, là, elle a été augmentée à 1 058,10 $.
Le dernier tableau que je vais vous présenter, c'est les ratios actuariels du régime. Dans le fond, si on y va dans l'ordre, la ligne supérieure, là, ou le ratio de capitalisation sans indexation future, dans le fond, si on regarde au 31 décembre 2020, là, les rentes promises, les rentes qui ont été accumulées de 2008 à 2020. Puis également, on dit toujours que dans un RRFS, la rente est garantie, l'indexation ne l'est pas, mais en fait, c'est l'indexation future qui ne l'est pas, là. Mais évidemment, dès que l'indexation est octroyée, ça fait partie de la nouvelle rente garantie du participant, là. Donc, par exemple, si on retourne à notre rentier qui recevait 1000 dollars par mois, puis que cette rente-là, elle est indexée à 1058,10, c'est ce 1058,10 là qui est compté dans le passif du régime. Donc, en assumant aucune nouvelle indexation dans le futur, au 31 décembre 2020, là, il y avait 1,85 $ dans la caisse du régime pour chaque dollar de rente promise. Le deuxième niveau, la capitalisation avec indexation future, à ce moment-là, on fait le même exercice, mais là, on vient assumer que dans le futur, on va indexer toutes les rentes à toutes les années à la hauteur de 2,1 %. Puis à ce moment-là, il y avait dans la caisse là, plus de 1,20 $ pour chaque dollar de rente promise indexée. Donc, c'est la preuve que le régime est en très bonne situation financière. Puis finalement, la dernière ligne, la solvabilité, là, ça a déjà été discuté là, amplement là, aujourd'hui. Ça varie énormément en fonction là, des taux d'intérêt là, que les actuaires doivent utiliser pour calculer le passif. Mais bon, là, on a bien terminé l'année, puis on espère que ça va continuer à remonter là, en 2021. Là, et donc, c'est ça, on termine le 31 décembre 2020 avec 89,6 %. Également, je vous ai mis l'historique depuis là, 2013 parce que je trouvais intéressant de voir qu'au 31 décembre 2013, la solvabilité était à 119,7 %. Et donc, là, on comprend que la baisse des taux d'intérêt a grandement affecté la solvabilité de tous les régimes de retraite en général. Donc, merci beaucoup. Voici l'adresse pour notre site Internet. Si vous avez des questions, je vous invite à aller consulter notre site. On retrouve vraiment beaucoup de documents sur le site Internet du RRFS-FTQ et la politique de placement, la politique de financement, les rapports d'évaluation actuarielle, les rapports de nos gestionnaires, le texte du régime, la brochure du participant, bref. Plusieurs documents très intéressants à consulter. On a également une page Facebook et une page YouTube là, sur laquelle vous allez retrouver des vidéos là, explicatives du régime. Puis finalement, là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi là, par courriel à l'adresse indiquée. Donc, ça complète ma présentation. Je vais maintenant passer la parole à Marc-André Fournier. Merci, Julien. Bonjour tout le monde. Donc, j'ai le mandat aujourd'hui de vous parler un peu du RRFS-FTQ, mais bon, Jessica nous a présenté la réglementation là, au niveau des régimes à prestations cibles. Julien vient de nous faire une belle présentation sur les RRFS. Et on ne peut pas s'empêcher, avec ces deux présentations-là, de se poser des questions puis de faire un comparable entre les deux types de régimes. Donc, c'est le mandat délicat que j'ai aujourd'hui. En 20 minutes, c'est sûr que c'est pas une comparaison exhaustive. Ça va être uniquement un survol. Puis, on va essayer de présenter ça de manière neutre. Donc, si on commence... Donc, un bref rappel des règles pour ce qui est des régimes de retraite à financement salarial. Là, Julien en a parlé un peu, puis même Denis ce matin, là, on a fait référence. C'est un régime, le RRFS-FTQ existe là, depuis 2008, mais la réglementation qui
qui encadre les RRFS existe depuis 2007. Donc, on fête le 14e anniversaire là, de la réglementation. Donc, c'est un régime où est-ce que la cotisation de l'employeur est fixe. Hein? L'employeur n'assume aucun risque, que ce soit de la variation du coût du régime ou bien des déficits, puisque c'est les participants collectivement qui assument les risques. En échange, tous les surplus appartiennent aux participants. Julien l'a mentionné, là, les formules de rente salaire final là, ne sont pas permises. Fait que ça, c'est un point là, où on a la même restriction là, au niveau des RRPC. C'est un régime qui ne peut pas prévoir d'indexation automatique des rentes. On a beaucoup parlé d'indexation dans la présentation à Julien, mais le régime ne peut pas prévoir d'indexation automatique des rentes tant avant que pendant la retraite. Par contre, le financement doit être effectué en supposant une indexation avant et pendant la retraite. Donc, ce financement-là d'une indexation qui n'est pas prévue au régime, ça constitue en quelque sorte là, la manière dont on gère les risques. Et c'est une portion importante de la gestion de risque dans un RRFS. On finance une indexation même si elle n'est pas prévue au régime. Ce qui fait que 3 ans plus tard, si on fait une évaluation actuarielle et que, dans le fond, soit que les hypothèses, tantôt Julien disait que si on surpasse les hypothèses, mais même si les hypothèses se concrétisent, ben on a déjà mis l'argent pour l'indexation. Donc, même si l'actuaire est arrivé exactement pile sur ses projections, l'argent est là pour financer l'indexation. Donc, l'indexation est accordée si la situation financière le permet. Donc, ça, c'est un bref survol là, des règles du RRFS avec l'introduction là, des RRPC, des régimes à prestations cibles. On est rendu avec 4 grandes familles là, de types de régimes. Puis, quand on parle au niveau financement, le principe de financement dans un régime de retraite capitalisé, c'est que, bon, on finance par des cotisations salariales et patronales là, le coût des prestations qu'on est en train de gagner en travaillant cette année. Fait que ces cotisations-là, qui s'accumulent avec un rendement, vont être suffisantes pour payer la promesse de rente qu'on est en train de gagner. Donc ça, c'est le principe de financement de base d'un régime de retraite. Mais bon, qui assume le risque dans ces 4 grandes familles de régimes? Ben, ça varie. Hein? Donc, dans les prestations déterminées traditionnelles, normalement, la cotisation salariale est fixe. C'est la cotisation patronale qui est au sol du coût, hein, qui assume les risques. Les rendements, évidemment, sont variables. Et la rente est fixe. Ça, c'est un PD traditionnel, là, évidemment, là, depuis la loi 15, par exemple, dans le secteur municipal, là, on sait qu'il y a un partage 50-50, donc la cotisation salariale n'est pas nécessairement fixe, là, mais dans l'idée des PD traditionnels, c'était ça l'idée, là, que c'est l'employeur qui assume les risques. Dans une cotisation déterminée, ben, ce qui est déterminé, c'est les cotisations, justement. Donc, les cotisations salariales et patronales sont fixes. Le rendement est toujours variable, mais aussi, ce qui est variable surtout, c'est le revenu qu'on va avoir à la retraite. OK? Donc, ça, c'est un avantage des prestations déterminées, c'est que la rente est prévisible, mais aussi, on verse les rentes aux retraités dans un environnement qui est très efficace, contrairement à un régime à cotisation déterminée. Donc, les RRPC et les RRFS, c'est un peu comme une recherche de compromis entre ces deux types de régimes-là, dans le sens que c'est des régimes à prestations déterminées, donc on profite de l'efficacité que je mentionne là, au niveau des versements là, des rentes des retraités. Par contre, la cotisation patronale, elle est fixe. Dans un RRPC, le principe, c'est que c'est la prestation qui est variable, c'est la cible. Hein? Jessica l'a mentionné dans sa présentation, c'est
c'est le principe même d'un RRPC. Par contre, un astérix sur ma cotisation salariale parce que dans le test de suffisance des cotisations pour le volet futur, on voit que les mesures de redressement peuvent inclure justement une modification, une variation de la cible, mais peut aussi prévoir une variation des cotisations salariales et patronales. Pour un RRFS, ben, le principe même, c'est un régime à financement salarial. Donc, s'il y a une variation du coût, c'est la cotisation salariale qui va l'absorber et les rentes prévues sont fixes. Encore là, j'ai un double astérix parce que, comme un peu le RRPC, c'est un peu l'inverse de la médaille, c'est que on peut prévoir une hausse de la cotisation, une variation de la cotisation salariale, mais on peut aussi prévoir que c'est la rente pour le service futur qui va bouger. Donc, sur ce point-là, il y a certaines similarités. Fait que ces deux types de régimes-là, c'est une recherche de compromis. C'est sûr que le régime idéal, c'est un régime à prestations déterminées, mais ces deux solutions-là sont une solution là, de compromis. Parlant de coûts, je vais faire une petite parenthèse là, sur le coût du RRFS FTQ, puisque Julien le mentionnait, là, il y a une évaluation actuarielle qui a été réalisée là, au 31 décembre 2019, puis que, dans le fond, on a produit récemment. Et puis, cette évaluation-là permet de déterminer le coût des prestations qui vont être applicables là, à compter de 2021. Donc, il y a une idée de décalage, là, un peu comme on retrouve là, dans le secteur municipal. Donc, le nouveau coût s'applique un an plus tard à compter de 2021. Donc, le comité vise toujours la stabilité au niveau du coût du régime, donc le niveau des cotisations salariales en respect de la politique de financement, puis conserve des marges importantes là, pour justement s'assurer là, de cette stabilité-là. Mais malgré ça, bonne nouvelle quand même, l'évaluation actuarielle présente une baisse de coûts. Les raisons principales de cette baisse de coûts-là, Julien en a fait mention, là, on voit l'évolution de la caisse là, qui est passée à au-dessus de 300 millions. C'est toujours un défi pour un nouveau régime là, de garder les frais en pourcentage de la caisse bas, mais la RRFS FTQ est rendue à une certaine maturité, je vous dirais, là, que on réalise là, qu'il y a des économies d'échelle, puis on anticipe que ça va se continuer dans le futur. Ce qui fait qu'au niveau de l'évaluation actuarielle, ça nous a permis de réviser là, à la baisse l'hypothèse de frais administratifs. La deuxième raison, c'est que le groupe des participants actifs a rajeuni. Donc, on sait que plus on est jeune, plus un régime, moins un régime coûte cher. Donc, comment on calcule le coût dans le RRFS FTQ? C'est qu'on détermine un indice de coût qui varie selon l'âge de retraite sans réduction qui a été choisi par le groupe qui a adhéré au régime. Donc, un groupe qui adhère au régime, il y a une certaine flexibilité là, au niveau de l'âge de retraite sans réduction, 6 choix entre 60 et 65 ans. Il peut également, évidemment, choisir là, s'il veut un régime de type forfaitaire ou en pourcentage du salaire, puis il peut déterminer, évidemment, là, les montants forfaitaires ou les pourcentages. Donc, l'indice a passé là, depuis la dernière évaluation, par exemple, pour un âge de retraite sans réduction à 65 ans, de 9,1 à 8,1. OK? Puis si le groupe avait un âge de retraite sans réduction, par exemple, à 60 ans, l'indice est passé de 11,9 à 10,7. Donc, pour vous donner un exemple de comment est utilisé cet indice-là, on donne deux exemples ici. Là, le premier, c'est un groupe qui a choisi une rente forfaitaire. L'exemple ici, c'est 10 $ par mois par année d'ancienneté, là, ou bien 120 $ par année d'ancienneté. Donc, le crédit qui va être gagné dans l'année va être de 120 $. Mais on doit supposer au niveau du financement que ce 120 $-là va être indexé pour le futur à compter de 2022, avant et pendant la retraite. Donc, ce 120 $-là
coûte 8,1 fois 120, donc 972 par année. Ou si on veut le traduire par heure travaillée, c'est à peu près 47 sous de l'heure. Si le groupe a une formule de rente en pourcentage du salaire, par exemple 1% du salaire de l'année 2021, encore là, on doit supposer que ce 1% du salaire 2021-là va être indexé à compter de 2022 et pour toutes les années futures avant et pendant la retraite. Et on multiplie par 8,1, donc le coût de ce groupe-là serait de 8,1%. Il était de 9,1% l'année dernière, il baisse à 8,1% cette année. Donc, les groupes ont eu à décider s'ils voulaient baisser la cotisation salariale, comme dans l'exemple ici là, de 1%, ou à l'inverse, de hausser le crédit de rente pour les années futures à compter de 2021. Par exemple, ici dans l'exemple, ça pourra monter de 1% à, disons, 1,12% pour conserver le coût de 9,1% qui a été négocié avec l'employeur. Donc, une bonne nouvelle au niveau du coût du RRFS FTQ. Donc, si on continue dans le coût, puis on compare un peu là, les règles de financement d'un RRPC et d'un RRFS, on l'a vu dans la présentation précédente, un RRPC, il doit financer le coût de la prestation cible, mais doit aussi payer le coût de la provision de stabilisation. Puis la provision de stabilisation, jusque-là, l'a expliqué, c'est selon une grille, c'est en fonction de la politique de placement puis de niveau d'appariement de l'actif et du passif du régime. Tandis qu'un RRFS, on finance la rente qui est garantie, mais on doit aussi financer l'indexation avant et pendant la retraite, qui, elle, est non garantie. Donc, on voit dans le graphique que je vous présente, là, en bleu foncé, c'est le coût des prestations cibles ou les coûts des prestations garanties, tandis qu'en bleu pâle, c'est le coût de nos coussins selon la réglementation, selon les règles de financement des deux régimes. Donc, combien coûte $1 de rente payable à 65 ans? Ça va dépendre de quel type de régime et ça va dépendre du design de ce régime-là, évidemment. Donc, dans la barre complètement à gauche, on a ici un RRPC qui prévoit que ce 1 $-là, qui est la prestation cible, ne sera pas indexé, ni avant, ni pendant la retraite. La deuxième colonne, c'est un RRPC où le 1 $ va être indexé avant la retraite. Ça, c'est probablement le design là, que je m'attends qui va être le plus répandu là, pour les RRPC. Là. On risque de voir beaucoup de régimes là, à salaire carrière indexé là, pour les RRPC qui vont démarrer. Là, ça risque d'être le design le plus fréquent. Je vois à la dernière colonne, donc je saute par-dessus le RRFS, on y reviendra. On a le coût, encore là, dans un RRPC, d'une prestation cible de 1 $ payable à 65 ans, mais qui, ce 1 $-là, est indexé avant et pendant la retraite. Donc, c'est permis d'avoir un RRPC qui est indexé pendant la retraite à un taux fixe. Donc, ici, je suppose que le taux fixe de l'indexation, c'est 2% par année. Le RRFS, vous voyez là que la portion en bleu pâle qui représente l'indexation future, c'est très élevé. Ça prend une grande proportion du coût global. Si, par exemple, un RRPC avec la provision de stabilisation, on finance, par exemple, pour un régime qui coûte 100$, on finance 115 ou 120 $ à cause de la provision de stabilisation, dans un RRFS qui coûte 100$, on va plutôt financer 170$. Bon, là, ici, on compare des régimes qui prévoient
tout 1 $ de rente là, pour essayer de garder la comparaison là, un peu sur le même niveau. Fait que je ne sais pas si vous le voyez là, à l'écran, là, mais je trouve que la comparaison de la deuxième et de la troisième colonne est quand même intéressante. Donc, on a, dans les deux cas, on finance 1 $ de rente qui est indexé avant la retraite. Dans le cas du RRPC, on ne finance pas l'indexation après la retraite, mais on finance la provision de stabilisation. Mais dans le cas du RRFS, on finance également l'indexation après la retraite. Donc, les deux barres pour un scénario à 65 ans, bon, si on avait d'autres scénarios, ça donnerait d'autres résultats, mais dans un scénario à 65 ans, on voit que les barres ou les colonnes sont à peu près égales. Probablement que si j'avais prévu là, 95 sous dans un RRFS avec 1 $ dans l'RRPC, là, les deux barres seraient probablement égales. Donc ça, je trouve ça intéressant parce que on a beaucoup parlé du RRPC là, dans les 4 ou 6 derniers mois, puis souvent j'ai entendu des intervenants dire que le RRFS, évidemment, la comparaison entre les deux est malheureusement tout le temps inévitable. Puis j'ai entendu des intervenants dire que le RRFS, c'est trop cher ou c'est plus cher. Fait que c'est juste nuancer ce propos-là. Je pense que les deux colonnes du milieu montrent que c'est pas tout à fait le cas. Puis encore là, il faut comparer des pommes avec des pommes. Je veux dire, si ce qu'on envisage, c'est un RRPC sans indexation, ben là, oui, ça va être moins cher, mais on va en avoir pour notre argent aussi, là, dans le sens qu'on ne finance pas d'indexation. Mais puis même les deux colonnes du milieu, c'est pas tout à fait des pommes avec des pommes, parce que, comme je l'ai mentionné, on finance l'indexation après la retraite dans un cas et pas dans l'autre cas. On finance plutôt une provision de stabilisation. Fait que je trouve ça intéressant de regarder ça puis de nuancer un peu ce propos-là. Il faut faire attention là, à qu'est-ce qu'on compare quand on dit ces choses-là. Puis de toute façon, la grande logique, je reviens avec mon graphique de financement, là, les cotisations qui rentrent avec le rendement va donner une promesse de rente. Dans les deux cas, il s'agit de deux régimes à prestations déterminées où les participants assument les risques. Il peut y avoir des différences au niveau du design. Il peut y avoir des différences au niveau de l'indexation. On l'a vu, là, le RRFS, lui, il faut qu'il prévoie l'indexation là, dans le financement avant et après la retraite. Le RRPC, il peut avoir ces trois choix-là que j'ai montrés tantôt. Donc, il peut y avoir des différences au niveau du design. Il y a définitivement des différences dans les règles de financement, mais grosso modo, à cotisation égale, il faut qu'on s'attende collectivement sur une période de vie retraitée moyenne à des prestations égales. Okay? Dans le fond, c'est pour ça que je mets la citation, là, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Dans le fond, ce qui rentre va être égal à ce qui sort. Puis le tout se transforme, dans le fond, c'est là, dans le fond, qu'on va voir la distinction entre les deux types de régimes. C'est au niveau de la gestion du risque. On l'a vu au niveau du financement, un RRPC va financer une provision de stabilisation qui, éventuellement, va être libérée puis générer des gains. Puis ces gains-là vont se transformer en surplus, en amélioration, etc. Tandis que dans un RRFS, on a vu la gestion de risque est complètement différente. On finance de l'indexation, même si ce n'est pas garanti, puis c'est une grosse réserve. Puis, dans le fond, ce coussin-là, lui aussi, va se transformer en gain. Puis ce gain-là va pouvoir être utilisé là, pour justement octroyer la dite indexation qu'on a financée. Il faut faire attention quand on compare des coûts.
c'est sûr que les designs vont être différents, mais à la base, ce qu'on cotise, si on cotise à des taux de cotisation égales, ben, collectivement, il faudrait s'attendre à des prestations égales. Mais la grosse différence, ça va être dans la manière qu'on gère le risque. Donc, tout se transforme. Puis quand on parle de risque, ben, c'est le risque que ça va bien et le risque que ça va mal. Okay? Donc, tout se transforme. Peut-être faire un rappel, là, Jessica en a parlé en détail, je vais aller rapidement, mais en cas d'excédent d'actifs, donc comment on gère ces excédents d'actifs-là, qu'est-ce que la réglementation prévoit? Ben, pour un RPC, on a 2 seuils d'excédent d'actifs. Donc, le premier seuil, il faut que le régime soit au moins 105 % capitalisé et il faut que le surplus excède 50 % de la provision de stabilisation. Donc, dans ce cas-là, on peut utiliser le surplus pour rétablir les droits qui ont été coupés ou qui ont été réduits, le cas échéant. Donc, c'est le rétablissement qu'on parlait plus tôt. Le deuxième seuil d'excédent d'actifs, c'est si le surplus excède la pleine provision de stabilisation. Donc, à ce moment-là, selon les règles qui sont prévues au régime, le régime pourrait être amélioré ou ce surplus-là pourrait être utilisé pour réduire la cotisation salariale par un congé. Ce niveau d'utilisation-là doit être fait seulement après que les droits réduits ont été rétablis. Il y a un certain principe d'équité dans l'utilisation de ce surplus-là entre les participants actifs et retraités. Et on peut juste, une troisième contrainte, on peut juste utiliser 20 % de ce surplus-là par année. Tandis que tout se transforme là, du côté du RRFS. Donc, on a aussi 2 niveaux de surplus. Le premier niveau, c'est lorsqu'on n'est plus que 100 % capitalisé, donc quand que l'actif du régime excède le passif. Ici, le passif, pour cette base-là, il est calculé là, comme le coût en supposant l'indexation future avant et pendant la retraite. Donc, quand on est 100 % capitalisé, on peut procéder à l'indexation des rentes pour la période passée. Dans la RRFS FTQ, la politique de financement exige une réserve additionnelle de 10 %, donc un coussin supplémentaire, ce qui fait qu'on indexe seulement si on est à 110 % capitalisé et plus. Le deuxième seuil d'utilisation de l'excédent d'actifs, c'est qu'en plus d'être 100 % capitalisé selon cette base-là, il faut également être solvable. Et si on l'est, ben là, on peut aller à la deuxième étape qui est d'améliorer le régime ou encore là, de procéder à des réductions de cotisation salariale par des congés. Mais un peu comme le RRPC, c'est seulement si on a accordé l'indexation des rentes pour toutes les années passées dans la première étape. Tout se transforme donc en cas de déficit, donc l'autre côté de la médaille, quand ça va mal. Donc, dans le RRPC, il y a un test de suffisance de cotisation pour le service passé. Il faut que les cotisations totales soient au moins égales à la cotisation d'exercice, plus la provision de stabilisation, plus la cotisation d'équilibre pour le déficit. Sinon, ben là, on rentre dans un processus de redressement qui est prévu au texte du régime, où est-ce que les ingrédients là, du redressement là, peuvent être une hausse des cotisations et ou une réduction des rentes acquises. Dans un RRPC, le déficit est amorti sur une période de 5 ans. Et quand on parle de réduction des rentes, on parle des réductions des rentes acquises, autant des participants actifs et retraités. Donc, si c'est l'ingrédient de la recette de redressement, ben, ça vise l'ensemble des participants. Donc, c'est le risque qui est assumé par l'ensemble des participants s'il y a réduction. Puis, cette réduction-là doit se faire de manière équitable entre les participants actifs et retraités. Au niveau du RRFS, comme dans le surplus, il y a également deux niveaux de déficit.
Le premier niveau de déficit, c'est quand que notre actif, donc dans la caisse du régime, est moindre que notre passif, encore là, indexé, là, le passif en supposant l'indexation future des rentes. Dans ce cas-là, il n'y a pas de cotisation qui est nécessaire pour financer le déficit. Ce que la réglementation prévoit, c'est qu'il n'y a aucune indexation des rentes pendant cette période-là, jusqu'à temps qu'on arrive à un seuil d'au moins 100% capitalisé. Ce qui fait que, dans le fond, cette non-indexation-là, que dans le fond, on n'indexe pas les crédits de rente des participants actifs ni les rentes versées aux retraités. Donc, c'est un niveau de risque qui est assumé par l'ensemble des participants. Julien a montré les degrés là, de capitalisation historique. Là, au 31 décembre 2019, là, quand on a fait l'évaluation, on était à 113% dans la RFS FTQ après avoir octroyé toute l'indexation passée. Puis là, un an plus tard, là, on était à 120%. Le deuxième niveau de déficit, lui, c'est quand on compare l'actif du régime au passif en ne supposant aucune indexation future. Donc, c'est une autre ligne dans le graphique de Julien, là. Mais à ce niveau de déficit-là, il y aurait une cotisation salariale qui serait nécessaire pour amortir le déficit sur une période de 15 ans. Par contre, la rente acquise ne peut pas être réduite. Puis comme Julien l'a mentionné, la rente acquise, ça inclut les indexations octroyées dans le passé. Okay? Donc, une fois qu'elle est octroyée, l'indexation, elle ne peut pas être réduite non plus. Donc, il n'y a aucune réduction des rentes acquises qui est permise dans un RRFS. Julien montrait le graphique aussi des degrés de capitalisation selon cette base-là. Là. On est rendu à plus de 180% là, en date d'aujourd'hui. Donc, on est très loin de ce niveau de déficit-là qui nécessiterait là, une cotisation salariale en cas de déficit. Donc, ça conclut ma présentation. Peut-être en conclusion, je l'ai dit, là, c'est pas une comparaison exhaustive des deux types de régimes. Mais je pense que ce qui est à noter, c'est qu'il y a la grosse différence, selon moi, c'est au niveau de la gestion des risques. Puis, j'ai parlé tantôt, là, le risque que ça va bien, le risque que ça va mal, mais pas sûr qu'on a tendance à se comparer tant que ça quand que ça va bien. Hein? On a peut-être plus tendance à se comparer quand ça va mal, puis je pense que cette dernière page-là là, résume pas mal la différence entre les deux au niveau de la gestion des risques de déficit. Puis aussi, là, on peut penser à la communication que peut engendrer ou que peut nécessiter plutôt là, cette gestion de risque-là auprès des membres. Donc, je vous remercie. Puis s'il y a des questions, je suis prêt à les prendre. Parfait. Merci beaucoup à vous deux pour cette présentation.